Je vais me présenter, bonjour, je m'appelle Christian Miquel, j'ai une formation à la base en philosophie sciences humaines, puisque j'ai fait un doctorat de philosophie, et que ensuite j'ai beaucoup travaillé en entreprise, avec ma propre entreprise, j'étais directeur d'études qualitatives. Ensuite, depuis tout le temps, en même temps, parallèlement à ça, je pratique de la méditation. J'ai été formé plutôt à la méditation zen, qui est une forme de méditation. Et ensuite, il y a 5-6 ans, j'ai découvert la pleine conscience. La méditation de pleine conscience, qui est une laïcisation, en fait, des différents types de méditation qui peuvent exister. Et ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai une perspective d'emblée laïque et non professionnelle de la méditation. Si je faisais du zen, c'est essentiellement parce que c'est le mouvement le moins religieux, on se met juste face à mur, on regarde ce qui se passe. On revient tout à fait à ce niveau-là. Donc j'ai suivi la formation pour devenir instructeur, formateur. C'est la 6e année que j'enseigne à la fois auprès de particuliers et également en entreprise, puisque ce qui m'a intéressé venant du monde de l'entreprise aussi, avec ma propre société, c'est de voir qu'est-ce que ça peut amener aux gens en entreprise, que ce soit, on va le voir, pour les gens eux-mêmes, pour la régulation du stress, pour la création. Voilà, alors je vais commencer tout bêtement par ce mot barbare. Qu'est-ce que c'est que la mindfulness? Ce mot anglais, j'ai fait exprès de ne pas traduire au début. Alors tout d'abord, il y a un effet de mode, c'est évident, vous en avez peut-être entendu parler, excusez-moi, qui se voit très facilement quand on interroge sur Google. En 2010, il y avait 6 millions d'occurrences. En 2012, 13 millions d'occurrences. En 2013, 17 millions. En 2015, 24 millions. Aujourd'hui, plus de 30 millions. Ce qui prouve simplement que cet effet de mode, où de plus en plus, il y a des gens qui s'intéressent à cette mindfulness. C'est pourtant arrivé très tardivement en France. Kabat-Zinn, il a inventé ce programme laïque en 1979. Avec nos bonnes 30 années de retard habituels en France, c'est arrivé il y a 5-6 ans à peu près en France pour s'aimer. Et puis il y a tout un bruit médiatique, bien entendu, qu'on retrouve un peu partout, des interviews dans le Monde, dans les Échos, des dossiers dans l'Express, dans Cerveau Psycho, dans Capital Management, dans des magazines de psychologie et de bien-être, etc. En France, ça a été beaucoup popularisé par deux types de personnages. D'une part, Christophe André, pour ceux qui le connaissent, qui est un psychiatre qui travaille à Sainte-Anne et qui a intégré la mindfulness, la pleine conscience, dans les traitements qu'il donne à des patients, notamment qui ont des symptômes ou des rechutes, pathologies dépressives. Et puis, même Matthieu Ricard parle de la mindfulness et la favorise. Pourquoi? Pour deux raisons. Tout d'abord parce que pour lui, c'est une première entrée dans qu'est-ce que c'est que se rendre présent à soi-même. Et puis d'autre part, Matthieu Ricard est de formation scientifique, comme Kabat-Zinn, et donc tous les deux se retrouvent dans un institut qui s'appelle l'Institut for Life, l'Institut Mind for Life, et c'est l'institut qui fait toutes les recherches scientifiques, puisque vous verrez qu'on se sert beaucoup des neurosciences, sur les impacts de la méditation sur le cerveau. Voilà, ça c'est simplement pour montrer qu'il y a certes un effet de mode, mais que ce n'est peut-être pas qu'un effet de mode. Il y a beaucoup de groupes d'apprentissage de pratique pour des particuliers. Là, je viens d'un groupe que j'animais jusqu'à 11h30. Rien qu'à Paris, il y a plus de 50 groupes parallèles qui sont par des instructeurs qui apprennent cette technique mindfulness purement laïque. C'est intégré dans plus de 600 cliniques du stress, dans des hôpitaux dans le monde. En France, maintenant, il y en a avec Christophe André à Sainte-Anne, à Cochin, à Lille, à Pompidou, à la Pitié-Salpêtrière, à Nantes, etc. À chaque fois, c'est des services qui intègrent des possibilités pour les patients de suivre parallèlement des formations en mindfulness. Dans les teams sportifs, aux États-Unis, il faut savoir que Michael Jordan et les 3 titres des Chicago Bulls, ils étaient coachés par des formateurs mindfulness qui leur apprenaient justement à totalement se mobiliser et savoir mobiliser leur énergie et leur attention. À Stanford et à Harvard, c'est devenu un cours obligatoire à la dernière année que Kabat-Zinn introduit régulièrement. C'est donc intégré effectivement dans le cursus de Stanford et de Harvard et de McGill au Canada. En France, à l'Université de Grenoble, à l'INSEAD, à Polytechnique, qui l'ont intégré dans leurs études légales. On va voir pourquoi peut-être. Donc il y a plus qu'un effet de mode, comme vous le voyez, quand on a vraiment des relais éducationnels, il y a quelque chose
d'important peut-être et de riche à temps. Et dans les entreprises, alors aux États-Unis c'est très développé, General Mills, le 6e groupe alimentaire mondial, pour mieux gérer le stress et développer ses performances. Google, vous avez dû en entendre parler, il y a le fameux programme Search into Yourself, pour favoriser une culture de leadership et d'innovation créative. Il y a plus de 1200 employés qui ont suivi le programme chez Google de manière volontaire. En France, L'Oréal, EDF, Siemens, Dassault Systèmes, Renault, TBWA, BDDP, Australie et j'en passe. Voilà. Donc ça, c'est juste pour donner un petit aperçu de cette pénétration actuelle de la mindfulness, autant dans l'entreprise que dans des hôpitaux, pour des particuliers, que pour des professionnels. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, sans certaines de ces références. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que ce mot bizarre, mindfulness? Alors si je traduis ce mot qui vient de l'anglais, mind, c'est l'esprit, mais c'est aussi l'attention. Hein. Dans les mots londoniens, quand il y a marqué mind the step, ça ne veut pas dire soyez conscient de la marche, mais faites attention à la marche pour ne pas tomber. Donc c'est à la fois conscience et attention, et full, c'est plein. Donc si je traduis, c'est la plénitude. Si je traduis mot à mot, ça veut dire la plénitude de l'esprit, mindfulness, ou la plénitude de l'attention. Qu'est-ce que ça veut dire, plénitude de l'esprit? Ça n'a rien de mystique, ça n'a rien, plénitude de la conscience, de la présence, ça n'a rien de mystique, hein, ça n'a rien de religieux ni quoi que ce soit. Vous avez tous déjà fait, dans ce sens-là, des expériences de mindfulness. Donc, je vais vous laisser 30 secondes, chercher dans vos souvenirs, dans votre expérience, des moments où vous avez eu cette impression d'être pleinement présent à ce que vous viviez ou ce que vous étiez en train de faire, sans vous projeter dans le futur, sans revenir dans le passé, en ressassant le passé, et sans besoin de mots, sans besoin de parler. Juste cette impression d'être là, d'être pleinement présent à un moment donné. Je ne sais pas, pour certains, ça peut être une marche dans la nature, pour d'autres, ça peut être un contact avec quelqu'un, pour d'autres, ça peut être l'écoute d'un concert, d'une musique, je ne sais pas. Juste, je vous laisse 15 secondes, essayer de trouver une expérience où vous étiez parfaitement présent. Tout le monde a trouvé à peu près? À la pleine conscience, c'est comme M. Jourdain dans Molière, c'est ça. Ça n'a rien de plus, ça n'a rien de moins. C'est simplement cultiver ces moments où on peut être parfaitement centré, parfaitement présent en soi, à ce qu'on est, à ce qu'on fait, sans besoin de se projeter dans des agitations perpétuelles. C'est une capacité qu'on a tous. Par contre, comme toute capacité, elle peut se développer, elle peut se cultiver, ou on peut attendre qu'elle arrive par grâce, ce qui arrive souvent. On peut peut-être la favoriser. C'est le deuxième sens du mot. Le deuxième sens, c'est un exercice de l'attention. Alors, mindfulness, dans ce deuxième sens, ça vient de la traduction. Il faut savoir que le mot mindfulness anglais, il vient lui-même du 19e siècle, quand des auteurs anglo-saxons ont traduit deux termes sanskrits et pali qui étaient présents dans les textes bouddhistes, sati et smriti, qui veulent dire présence et attention juste. Et qu'est-ce que c'est que sati, smriti, la présence et l'attention juste dans les textes bouddhistes? C'est simplement le fait de cultiver son attention en la ramenant perpétuellement au moment présent. Et c'est l'un des 8 moyens que le Bouddha préconise pour chercher à s'éveiller soi-même et à voir les choses comme elles sont, justement en revenant toujours sur ce moment présent. Donc avec cette deuxième définition, vous voyez que ce n'est pas simplement un état existentiel, c'est plus profondément, c'est un travail de l'attention. Mon esprit est naturellement porté à l'ailleurs, je le ramène sur le moment présent. Il va repartir parce que c'est sa nature. Je le ramène à nouveau au moment présent. C'est une définition plus opérationnelle, où on voit que c'est un travail de l'attention. Christophe André, il vous dit, avec une métaphore qui n'est pas vraie, bien entendu, physiologiquement, mais qui est très parlante, on a l'habitude de muscler son corps en faisant de la gymnastique, etc. La mindfulness, ça consiste à muscler votre cerveau, à lui imprimer un circuit de l'attention qui fait qu'on lui apprend à revenir sans arrêt au moment présent, à chaque fois qu'il va se distraire, se projeter ailleurs, etc. Voilà. Et alors ce mot de mindfulness a été repris ensuite par des auteurs qui sont les 3 grands représentants de la mindfulness. Le premier, c'est Thich Nhat Hanh, il y en a peut-être qui en ont déjà entendu parler dans la salle. Ouais.
Alors Thich Nhat Hanh, c'est le premier à avoir pris le mot en français dans les traductions justement des mots bouddhistes. Plénitude de l'instant, vivre en pleine conscience. C'est le titre de l'un de ses livres. C'est effectivement de la pleine conscience de manière bouddhiste. Le deuxième, c'est Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Eckhart Tolle? Ouais. Alors, c'est également de la pleine conscience dont il parle, mais lui, il le fait dans une perspective un peu syncrétiste, moi j'appelle un peu New Age, avec une relecture des évangiles, etc. Et le troisième, c'est Kabat-Zinn, qui lui le fait de manière purement laïque, en s'appuyant essentiellement sur les neurosciences et sur les recherches effectuées en neurosciences, parce qu'il a un passé scientifique, comme je vous en parlerai. Ça, c'est trois représentants de ce qu'on appelle la mindfulness. Chacun, c'est exactement la même chose ce dont il parle. De cette présence qu'on essaie de cultiver en soi, sur le moment présent, intentionnellement, etc. Simplement, il y en a un qui le fait de manière bouddhiste, il y en a un qui le fait de manière syncrétiste, et l'autre qui le fait de manière, entre guillemets, scientifique, avec un éclairage des neurosciences. Et vous allez retrouver dans les trois livres les mêmes exercices, les mêmes types de pratiques, etc. Sur le corps, sur l'esprit, sur l'attention. Donc ça, c'est pour vous donner un premier aperçu de ce qu'on appelle la mindfulness. Donc je vais me recentrer sur l'entreprise. Dans l'entreprise, il y a trois grandes applications que je vais vous montrer. L'une, c'est la gestion du stress. L'autre, c'est l'innovation de la créativité. Et la troisième, c'est de favoriser une culture d'entreprise qui intègre de la mindfulness. Alors la première, c'est la gestion du stress. Donc, très schématiquement, gestion du stress, je vous rappelle, puisqu'on sert beaucoup des neurosciences en mindfulness, qu'on a trois grandes parties dans le cerveau. On a le cerveau reptilien, c'est celui qui est notre cerveau archaïque, le plus ancien. C'est lui qui est responsable si vous êtes en état de menace. Vous allez soit vous défendre, agresser, soit vous enfuir, par exemple. Ça, c'est le cerveau reptilien. Vous avez ensuite qui a été développé le cerveau limbique, qui est votre cerveau affectif, qui a été développé à l'époque des mammifères, etc. Sachant que justement, ce qui est important, qui est fondamental en mindfulness, c'est que les émotions, c'est pas du tout l'ennemi. C'est au contraire apprendre à écouter ces émotions. Parce que ce sont des messages que vous envoient vos émotions. Donc si on ne se laisse pas submerger par elles, il faut savoir se reconnecter à ces émotions pour cultiver cette présence, voir ce qu'elles nous disent. Et puis, le dernier cerveau, c'est le cerveau cognitif, dans lequel on excelle et tout, le cerveau de la raison, du calcul, etc., qui est le plus récent. Pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que très souvent, quand il y a un état de stress, comme première approche, c'est parce que l'un de ces trois cerveaux prend le dessus. C'est-à-dire que je me sens attaqué, je vais tout de suite surréagir en attaquant beaucoup plus fort, ou alors je vais partir de la salle parce que je ne veux pas, je m'enfuis. Deuxième possibilité, face à la même menace, je me sens submergé par une émotion. La peur, le trac, tout ce qu'on veut comme émotion, ça c'est le cerveau limbique qui prend le dessus et qui fait que je suis tétanisé, je ne sais plus comment faire. Troisième solution, face à la situation, je ne sais pas comment je réagir et je commence à converger, à faire des ruminations mentales, on appelle ça. Je pense, et puis plus je pense, plus ça tourne en rond, plus ça tourne en rond, plus ça tourne en rond. Ça, c'est le cerveau cognitif qui tourne à vide. Donc ce qu'on va essayer, tout simplement, c'est peut-être de refaire fonctionner ces différentes parties du cerveau. Le petit travail que je vous ai fait sur les sensations physiques, les émotions, les pensées, c'est justement revenir au message qu'envoie chaque partie du corps et de notre être. Et l'idée, c'est qu'il est possible d'apprendre à réguler ces phénomènes qui se passent dans notre cerveau pour ne pas se faire emporter dans une réaction automatique, la fuite, la rumination mentale, l'émotion qui me recouvre. Alors comment on peut ne pas se faire embarquer en neurosciences? Donc ça c'est des résultats d'études américaines qui ne sont pas faites par des gens de la pleine conscience, je précise, mais vraiment par des neuroscientifiques qui sont portés. Le premier à avoir fait ça, c'est Garnevsky aux États-Unis, et c'est des études qui concernent autant la méditation que justement la relaxation, des choses comme ça, etc. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'on va voir la différence de la mindfulness avec les autres techniques qui peuvent être proches, comme sophrologie, relaxation et tout. Alors, d'après ces chercheurs, il y a 5 grandes stratégies cognitives pour s'adapter en cas de stress.
de manière positive, sans se faire embarquer par ses émotions ou ses pensées, etc. Quelles sont ces 5 stratégies? La première, c'est d'accepter l'expérience telle qu'elle est. Ça ne sert à rien de vouloir la juger ou de vouloir l'écarter, elle est là. C'est facile à dire, hein, d'accepter l'expérience telle qu'elle est. Mais ça demande tout un entraînement, de se dire, tiens, je vais regarder comme c'est, sans projeter, sans le juger en plus. Non seulement l'accepter comme elle est, mais sans la juger. Sans tout de suite dire, je veux pas. La deuxième chose, qui est plus classique, c'est apprendre à relativiser, recadrer. Dans un grand ensemble où brusquement ça devient moins dramatique. La troisième chose que font beaucoup les Américains, c'est regarder le côté positif. Regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Quatrième chose, en allant encore un peu plus loin dans cette pensée positive, c'est transformer le négatif en positif. What's good about it? J'ai quelque chose de négatif qui m'arrive, je vais chercher qu'est-ce qui est négatif là-dedans. Je suis licencié, c'est génial, je vais pouvoir avoir du temps libre. Je ne suis pas sûr que ça marche, mais c'est un exemple de transformer le négatif en positif. Et puis la 5e chose, c'est bien entendu de chercher une solution adéquate. Un choix qui corresponde véritablement à ce que je souhaite, à mon intention. Alors pourquoi je vous parle de ces 5 stratégies? Parce qu'en mindfulness, on va se servir de 3 d'entre elles et il y en a 2 auxquelles on ne touche pas. Et ça va permettre de comprendre la différence par rapport aux autres. Donc, accepter les expériences telles qu'elles sont sans juger, c'est la base de la mindfulness. C'est vraiment son cœur. Apprendre à mettre en perspective, à recadrer, à relativiser, bien entendu, c'est la conséquence ou c'est une autre facette de ce qu'on apprend à faire en mindfulness. Se centrer sur l'action, bah oui, bien sûr, tant que ça sert à ne pas être pris dans des schémas automatiques, dans des répétitions de modèles, et puis à trouver la vraie bonne solution qui nous correspond. Par contre, il y a 2 choses qu'on ne fait pas. Vouloir voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, ça, on ne va pas faire. Pourquoi? Parce que le verre, on le laisse être ce qu'il est. Il est ni à moitié plein, ni à moitié vide. Il est comme il est. Quand je dis qu'il est à moitié plein, je projette. Quand je dis qu'il est à moitié vide, je projette. Donc j'essaye de voir, c'est pour ça que je disais, c'est aussi une connaissance clairvoyante. C'est essayer de voir comme c'est, indépendamment des jugements que je projette sans arrêt sur les choses. Et la deuxième chose qu'on fait encore moins, c'est de vouloir réévaluer ce qui est négatif en positif. Quand j'ai une difficulté, je ne cherche pas à la positiver, à chasser le négatif pour remettre du calme dessus. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Si je construis, c'est comme ça qu'on se construit des belles images idéales de soi, souvent, hein, ce que je devrais être, et puis le gaz peut être de plus en plus fort entre ce que je voudrais être et ce que je suis, avec des risques de décrochage, etc. On essaye d'apprendre à faire avec ce qui est. S'il y a une douleur, il y a une douleur. C'est toute la différence avec la sophrologie et la relaxation. Alors, un même exercice, pour vous donner un exemple, j'ai mal dans la cuisse. Là. Si je fais de la relaxation, je vais chercher à simplement étendre une vague de chaleur, etc., pour que la douleur parte. Si je fais de la sophrologie, que c'est vraiment très fort et tout, je vais amener ma respiration, comme dans la méditation, jusque là, je vais expulser le négatif, le mal, et puis je vais aller chercher l'image positive que je vais mettre à la place, qui va permettre de mettre un état positif. En mindfulness, on constate qu'on a mal, c'est tout bête. Tiens, j'ai mal. Puis j'essaye de faire avec, sans projeter. Le simple fait d'accepter qu'il y a une douleur sans surimposer sur elle, sans vouloir la transformer, sans vouloir quoi que ce soit, je vais vivre avec et je vais peut-être voir les choses comme elles sont. Ça va relativiser, ça va me permettre de trouver d'autres. Donc ça, c'est comme ça que ça va apprendre, bien entendu, à mieux gérer le stress. Dans le monde professionnel, il y a beaucoup de pression, beaucoup de stress. Ça va permettre de ne pas se faire embarquer par ce stress. Tout ça, ça s'appuie sur des études scientifiques. Donc je vais passer plus brièvement sur les résultats de ces études scientifiques qui vous montrent comment ça agit, la méditation et notamment la mindfulness. Donc il y a des effets sur le corps. Dès qu'on médite, la température de la peau baisse, il y a moins de cortisol de glucose qui est fabriqué par le foie en cas de stress, justement, pour réagir. Il y a une diminution de la tension artérielle, une diminution de rythme cardiaque et une diminution des tendances dépressives avec une attention plus sereine, moins de pensées négatives et d'anxiété. Ça, c'est des effets globaux sur le corps. Si je regarde sur le cerveau, il va y avoir une attention plus fluide et plus dynamique. Donc ça se voit avec des électroencéphalogrammes.
Et on s'aperçoit que les courants électriques montrent justement plus de circulation entre les différentes zones du cerveau qu'on a vu tout à l'heure. Et surtout, il va y avoir plus d'activité dans les ondes basse fréquence. Les ondes basse fréquence, c'est les ondes alpha qui sont des marqueurs de la relaxation, les ondes θ qui sont des indicateurs de la réduction du stress, et les ondes gamma qui reflètent la cohérence de l'activité cérébrale. Ce sont toutes ces ondes qu'il y a en général dans le sommeil profond, dans la relaxation profonde. Et ce qui a été montré dans toutes ces études, c'est qu'effectivement, lorsqu'on fait de la méditation et de la mindfulness, eh bien, on va favoriser un accroissement de ces ondes. Ça favorise la plasticité du cerveau et des connexions neuronales. Vous savez que dans notre cerveau, c'est la découverte des 10 dernières années, les neurones, il y a sans arrêt à la fois des nouvelles fabrications de neurones au niveau de l'hypothalamus et des connexions neuronales qui se refont selon vos activités. La méditation va favoriser sans arrêt ces reconnexions et cette activité neuronale. Et ça peut même améliorer la longévité par le ralentissement du vieillissement cellulaire. Ça, c'est des études qui avaient montré que les télomères, c'est les parties terminales des chromosomes qui sont responsables du vieillissement cellulaire. Et bien, ces télomères, on savait depuis très longtemps que sous l'effet du stress, ils raccourcissaient. Donc le vieillissement cellulaire était d'autant plus fort. Ils ont eu l'idée il y a 3-4 ans de faire l'étude avec des gens qui faisaient de la méditation. Ils ont eu la surprise de voir que ça rallongeait, que les télomères rallongeaient réellement, donc refavorisait un ralentissement du vieillissement cellulaire. Voilà. Et la dernière chose que je vous montre, c'est en imagerie médicale, on sert soit des électroencéphalogrammes, soit de l'imagerie médicale pour voir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Alors, dans l'imagerie médicale, comme à chaque fois, ce qui est en rouge, c'est les parties qui sont suractivées, ce qui est en bleu, c'est les parties qui sont sous-activées. Donc, qu'est-ce qui est suractivé? Tout ce qui permet d'avoir des sensations corporelles, bien entendu, puisque je vous incite à recentrer l'attention sur le corps. Également tout ce qu'on appelle l'introception, les perceptions internes de ces organes, de ces muscles, de ces viscères, etc., dont on a très peu conscience habituellement, alors que c'est un sens très important, bien entendu. Un renforcement également de tout ce qu'on appelle l'empathie, la présence à l'autre, la chaleur humaine, l'acceptation de l'autre, avec justement le renforcement de l'insula, qui est plus actif, et puis surtout tout ce renforcement du cortex préfrontal, où tout se joue, quand je ramène l'attention sans arrêt au moment présent de manière stable, ça va renforcer cette zone qui est comme par hasard la zone gauche des émotions positives et de la stabilisation de l'attention. C'est-à-dire qu'avec toutes ces pratiques de mindfulness, vous allez petit à petit favoriser une stabilisation de l'attention et d'une impression globale de bien-être, même si ce n'est pas le but. Puisque je vous ai dit, on ne cherche pas ça comme but. Mais ça n'empêche que ça va avoir cet effet. Qu'est-ce qui diminue symptomatiquement? La diminution des pensées langagières, l'aire de Broca et l'aire de Wernicke, qui est le lieu de stockage et de décodage des mots. Donc si je résume, il y a une diminution du mental, de votre capacité à être toujours dans le mental, un retour aux sensations corporelles, à l'intelligence émotionnelle, c'est par cette écoute du corps que vous allez retrouver le contact avec vos émotions, savoir ce que vos émotions vous disent, et donc à l'empathie envers les autres. Ça, c'est encore une fois théorique. Qu'est-ce que ça amène à une entreprise? On va faire des tas d'exercices. En général, c'est des programmes qui se font sur 8 semaines. Si je fais un programme de gestion du stress en entreprise, comme chez les particuliers, c'est 20 heures. Donc normalement, s'il y a le temps dans l'entreprise, c'est 8 fois 2 heures. 2h15, c'est très difficilement casable dans un agenda d'entreprise, de prendre 2 heures chaque semaine, un même groupe de participants. Donc, ce que j'ai trouvé comme solution, c'est qu'on le fait sur un trimestre uniquement 1h15, ce qui est beaucoup plus facile à caser à l'heure du repas, ou en début de journée, ou à la fin de la journée. Et donc, on va avoir les 20 heures comme ça, qui seront distribuées, etc. Et c'est vraiment tout un programme progressif, donc ça ne peut pas être des gens qui viennent, qui repartent. Là par contre la contrainte c'est que c'est le même groupe qui va travailler, parce que c'est progressivement qu'on va apprendre cette capacité de développer son intelligence émotionnelle, de ne pas se faire embarquer, etc. Et puis on va avoir des tas d'exercices, par exemple le grain de raisin ou la pause café, les expériences agréables de la semaine. Et ça vous donnera un exemple de ce qu'on peut faire dans ces programmes de régulation du stress. Donc vous vous remettez en posture vous-même. Vous
Vous vous recentrez sur votre posture, telle que vous êtes assis. Puis sur votre souffle. Puis vous allez repenser à une expérience professionnelle désagréable ou stressante que vous avez pu vivre dans la dernière semaine si possible, sinon un peu avant. Une fois que vous avez retrouvé cette expérience désagréable professionnellement, je vais vous demander si vous voulez bien la revivre intérieurement. Donc pour la revivre, vous allez tout d'abord la recontextualiser. La leçon qu'on en fait, pour vous donner des exemples de ce qu'on en tire, bien entendu, ça va être, par exemple, le stop. Ça, c'est un des slides qu'on montre dans les programmes de régulation du stress en entreprise aussi. Apprendre à faire un petit stop quand je sens que je suis en train de m'emballer dans une situation stressante, etc. Je visualise un petit panneau stop. Et puis, c'est un moyen mnémotechnique. Chaque lettre signifie quelque chose. S, ça veut dire, c'est vraiment le temps de faire stop. Faire pause, appuyer sur le bouton pause. Vous savez, quand on avait des magnétophones, juste je fais une petite pause. T, c'est temps de respirer. Avant de réagir immédiatement, prenez 2 respirations. Même une seule, 2, 3, etc. O, c'est le fameux moment d'observer. Qu'est-ce qui se passe en moi? Quelles sont les sensations physiques, ce que je viens de vous faire travailler? Où est-ce que ça parle dans votre corps? Quel est l'état émotionnel qui est le mien? Qu'est-ce que je suis en train de rajouter avec mon mental? Et puis le P, ce sera le pour action, ce que j'ai essayé de vous dire à la fin, d'essayer de trouver. Qu'est-ce que j'aurais pu faire comme autre scénario? Scénario 1, scénario 2, scénario 3, pour choisir comment répondre. Donc le programme de régulation du stress, vous voyez, juste avec ce petit exercice, bien entendu, ça prend beaucoup plus de temps, sur les 10 semaines. Le but, c'est quoi? C'est d'apprendre aux gens à ne pas subir ce qui leur arrive. Quand il y a une pression, un stress, être capable de faire un moment de stop, même si c'est une communication qui est en train de déraper, juste prendre le temps de 2-3 respirations, d'auto-observer qu'est-ce qui se passe en moi, parce qu'en nommant intérieurement les choses, je ne vais pas me faire embarquer par le fameux phénomène en réagissant automatiquement par quelque chose qui ne sera peut-être pas forcément adéquat. C'est juste habituer les gens à travailler, à se recentrer sur eux-mêmes, voir ce qui se passe en eux, être capable de ne pas se faire embarquer par les réactions automatiques. Ça, dans une entreprise, ça peut considérablement favoriser de ne pas partir tout de suite dans des conflits, dans des situations, etc. Une question? Des observations? Alors, je vais passer à la troisième partie, qui sont pour améliorer le bien-être. C'est-à-dire que là, ce que je vous ai fait, c'est vraiment quand on est appelé pour gérer une situation de stress dans une entreprise. Il y a aussi, la mindfulness, ça peut servir plus simplement à développer une culture de bien-être dans l'entreprise. Donc il y a plein de choses qui peuvent se faire. Par exemple, apprendre à déconnecter pour mieux se reconnecter avec soi-même. De nos jours, on est sans arrêt dans un monde de pression, dans un monde où on est connecté, interconnecté, etc. Or, il y a plein d'études qui montrent tous les effets pervers, bien entendu, de cette connexion perpétuelle. Il y a par exemple une étude qui montre que le travail en open space fait perdre 2 heures par jour à cause des interruptions attentionnelles, distractions, bruit de fond, interruptions partielles, etc. Des autres études qui montrent que le travail sur écran diminue les temps de récupération. Pour changer les idées et récupérer de son effort, on va surfer sur Internet. Ça, c'est un réflexe que beaucoup de gens, moi-même que j'avais avant, sauf que ça contribue à renforcer l'épuisement attentionnel, justement, parce qu'on continue à mobiliser l'attention sur des outils électroniques, etc. On va essayer d'apprendre à gérer les stimuli avec une attention sélective, pour plus faire la boule de flipper, avec mon téléphone, mon portable, mon ceci, mon cela. Voilà. Prendre une distance. Alors les grands principes qu'on essaie d'appliquer, c'est prendre une distance sans répondre de suite ou en surfant de manière libre, en attention flottante. Déconnecter les appareils, les supports qui envoient des stimuli perpétuels. Apprendre à déconnecter son téléphone de temps en temps ou à ne pas répondre tout de suite. Se reconnecter dans ses états intérieurs en silence. Donc c'est vraiment prendre conscience de l'hyperconnexion, de l'appel à répondre sans cesse aux stimuli, et apprendre à gérer son capital attentionnel. Là, ça a surgi plutôt cette année, il y a eu 2 ou 3 livres sur le capital attentionnel qu'on a chacun.
si on se laisse perpétuellement distraire par les stimuli extérieurs, on va soi-même faire une tâche qui sera de plus en plus morcelée. Et ça, c'est vraiment revenir, éviter cette surcharge attentionnelle, se recentrer, et puis surtout les fameux pièges des multitâches. Vous savez, le multitâche qui est très... je suis capable de faire trois choses à la fois. Moi, j'étais un champion de multitâches avant de faire la mindfulness, donc je peux en parler. J'adorais travailler sur un dossier, j'en avais un deuxième d'ouvert en même temps. J'avais du côté gauche de mon écran Roland Garros pour regarder quand même ce qui se passait. Et puis, éventuellement, j'écoutais de la musique en même temps. Quand on fait ça, on peut en plus avoir une impression de puissance, d'être super compétent. Je suis Napoléon Bonaparte qui faisait 5 choses à la fois. Donc ça développe toute une fausse impression de puissance. On a l'impression qu'on est partout à la fois. La fameuse ubiquité des chamans, c'est la manière dont les hommes modernes croient qu'ils sont chamans. Ils essaient d'être partout à la fois. Donc de pause, c'est... Quand vous apprenez à faire les choses une par une, vous êtes beaucoup plus efficace. Et surtout, vous êtes beaucoup moins perdu dans toutes les tâches perpétuelles où vous vous dispersez. On pourrait dire que ça stresse aussi. Oui, bien sûr. Ça change l'émotionnel. Oui, tout à fait. Bien sûr. En plus, c'est stressant quand je vous donne la consigne de faire les trois choses à la fois. Et on sent que là, il y a un stress qui s'installe, bien entendu. Ça, c'est ce que j'essaie de faire au bureau. Quand je me dis que j'ai mon projet auquel il faut que je réponde, qu'il faut que je réponde en même temps au téléphone, et à mon boss qui me parle en même temps. Bien sûr, je vais me dire que je suis obligé de le faire, mais je suis totalement éclaté. Juste apprendre à dire, attends, mon mail, je vais attendre de le faire, je finis ma conversation, etc. Mais j'ai travaillé exactement pareil et plus efficacement le jour où j'ai décidé d'arrêter. Et où je me suis dit que quand j'étais ceci, je faisais cela, que après, quand j'étais au téléphone, j'essayais pas désespérément de continuer à taper sur mon ordinateur pendant que je répondais à la personne, comme je sais qui répond, etc. Et non seulement j'étais mieux dans le maître, mais en plus de ça, je me suis aperçu après coup que j'étais beaucoup plus efficace. Parce qu'on est plus présent, ce qu'on fait chacun. C'est la même chose quand on écoute les gens, on ne les écoute pas. Exactement. Non, mais tout à fait. On peut être avec quelqu'un qui est totalement absent, ce qui dit. Vous voyez comment la mindfulness, c'est juste pour illustrer comment elle peut venir aider à vivre autrement sa relation dans un bien-être qu'on essaye de développer dans l'entreprise. Il y a plein de règles, je n'ai pas le slide, là je croyais l'avoir, mais c'est pas grave. Par exemple, il y a arrêter les connexions et déconnecter les téléphones pendant les réunions importantes. Chez Google et aux États-Unis, ils le font maintenant quasiment systématiquement. Hein, c'est-à-dire, je rentre dans une réunion, et ben tous les gens, moi quand j'ai fait les dirigeants d'une agence de pub que je ne citerai pas, ça a été dur au début, hein, je leur ai dit. C'est comme dans les salons, là il y a le panier, vous mettez vos armes dans le panier et vous les retoucherez au moment de la pause. Là, ça marche. Hein. Et puis, donc, on n'a pas le droit de regarder son téléphone pendant l'heure de réunion. Il y a aussi, dans les entreprises américaines, ils commencent à une réunion particulièrement chaude ou importante stratégiquement, ils vont faire 1 minute de silence avant de le faire. Tout le monde s'assied. Et simplement, 1 minute avant qu'on commence la réunion. Juste se recentrer. Qu'est-ce que je cherche vraiment dans cette réunion? Ça sert simplement, la consigne, c'est simplement que chacun sache quelle est son intention profonde quand il vient dans la réunion. Juste faire le point, etc. Donc il y a plein de choses. Et puis le time-out, par exemple. Vous savez, le time-out, c'est dans les équipes de sportifs. À un moment donné, surtout aux États-Unis, quand un match, c'est vraiment... Il semble que l'entraîneur sent que son équipe est en train de perdre les pédales. Il a le droit de dire à l'arbitre de faire un signe et time out. Et il a 1 minute pour revoir son équipe autour de lui et trouver quelque chose. Ça s'appelle le time out, c'est totalement institutionnalisé. En entreprise, quand on est totalement pris sur un objectif, on n'y arrive pas, juste faire un time out avec son équipe. Tac, on arrête 2 minutes. On essaye de voir s'il n'y a pas une autre solution, qu'est-ce qui ne va pas et tout. Ça ne prend pas de temps. Et on reprend en fait. Voilà, tout ça. La priorité à l'humain, c'est apprendre que le nombre de fois où on est en train de parler à quelqu'un et puis il y a un coup de fil qui sonne, donc systématiquement on décroche alors qu'on est avec quelqu'un en face de soi. La priorité à l'humain, ça veut dire
je regarde qui appelle, sauf si c'est mon boss ou que je suis nommé Premier ministre, je ne réponds pas. Et encore, Ou je dis, je suis désolé, je suis avec quelqu'un, je te rappelle. Et puis on donne la priorité à la relation humaine avec laquelle on est. Voilà, tout ça c'est la culture du bien-être qu'on peut développer, qui permet de travailler avec peut-être une plus grande présence, une plus grande harmonie. Alors après, il faut toujours montrer, bien entendu, pour faire sérieux et scientifique, que tout ça c'est démontré dans des études. Il y a des études qualitatives et des études quantitatives qui vous montrent effectivement ce que ça a pu changer dans des entreprises, de rentrer les protocoles mindfulness dans l'entreprise. Une étude dans une société de biotechnologie qui était pour favoriser la créativité, où effectivement le cerveau gauche du groupe était beaucoup plus activé avec des sujets moins stressés, plus positifs, toujours par comparaison avec une autre population témoin. Le fameux programme de Google, Search into Yourself, plus de 1000 employés tous volontaires, avec une satisfaction de 4,75 sur 5, ce qui est plébiscité par les leaders et les employés. On leur apprend quoi? Accepter les émotions, accepter ses échecs, mieux communiquer, chercher l'empathie avec ses collaborateurs, travailler ses contacts, travailler ses emails. Ce que je vous ai dit sur les emails et le téléphone, c'est ce qui vient de chez Google, qu'ils ont installé en interne. D'autres études quantitatives, il y a eu 290 dirigeants et cadres qui ont suivi un programme mindfulness. 89% ont amélioré déclarent, bien entendu, avoir amélioré leur capacité d'écoute. 83% prennent plus de temps d'optimiser leur productivité. 82% améliorer leur agenda. Oui, un autre exercice, on fait prendre l'agenda type sur une semaine et on fait regarder quelles réunions ne sont pas fondamentalement indispensables, dont on pourrait s'alléger. Lesquelles sont vraiment importantes. 80% disent voir plus clairement les choses en prenant de meilleures décisions. Ça peut être un aide à la décision, bien entendu. D'autres études que je vous laisserai découvrir sur l'optimisation de son leadership. Il y a tout un autre créneau qui est l'optimisation de son leadership. 93%, donc là c'est 80 leaders, 93% ont pris l'habitude de se créer un espace interne pour mieux gérer et décider. 89% ont développé une meilleure écoute, 70% jugent avoir une meilleure capacité à décider stratégiquement. Puis une troisième étude sur 75 cadres et employés sur le bien-être au travail, où on voit vraiment, là c'était les programmes de 8 semaines, comment on passe par exemple de 64% à 17% sur la distraction pendant le travail, comment on passe de 35% à 8% sur tout ce qu'on fait en pilotage automatique. Et puis à l'inverse, comment on prend conscience de ces sautes d'attention et on la ramène au présent, on passe de 29% à 77%. Le nombre de fois qu'on est ailleurs que ce qu'on fait, ça peut passer directement, s'inverser totalement. Être plus présent à une conversation, faire des pauses pour mieux optimiser sa journée. 17%, une pause, ça ne veut pas dire forcément 5 minutes. Juste 3 respirations à un moment donné, se recentrer, faire une pause. On passe de 17% qu'ils pratiquaient à 87%. Voilà. Répondre avec clarté à une situation de 32 à 50. Donc, je vous laisserai voir les chiffres. Mais ça montre également que ça a des impacts qui non seulement favorisent le bien-être de l'individu, mais peut-être favorisent un meilleur fonctionnement à l'intérieur de l'entreprise, ce qui est peut-être aussi l'essentiel. Et ça, je vous l'ai mis aussi, c'est qu'est-ce qu'apporte la mindfulness en entreprise? C'est ce qu'on appelle un compendium, c'est-à-dire un abstract de toutes les études sur le sujet. Donc en résumé, on apprend à débrayer le pilotage automatique, le découplage de soi, on ne pas se faire embarquer par ses émotions ou ses pensées, on démultiplie son attention et sa clairvoyance, on a moins d'habitudes systématiques, plus de mémoire pas focalisée, plus de flexibilité, on apprend à faire le stop, plus de résilience au stress, plus d'empathie dans l'écoute et dans la communication, plus d'autonomie pour le leadership, et puis plus de capacité à être productif et créatif. Vous travaillez, je crois, dans l'atelier sur l'innovation. Innovation et créativité, justement, non plus développer simplement le bien-être, mais en fait, ça peut développer de la créativité. Alors là, je vais vous faire un exercice classique, il y en a qui le connaissent déjà. Certainement, mais vous le refaites pour voir si vous y arrivez. Donc la consigne, c'est que vous reliez les 9 points entre eux. Vous l'avez sur la petite feuille. Avec une seule ligne composée de 4 segments de droite maximum. Allez-y. Par exemple, je fais 1, 2, 3, 4. Manque de peau, il reste celui-là. On va essayer autre chose. Donc, qui a trouvé, vous me dites?
Une personne, deux personnes, trois personnes, 4, 5, 6. Vous aviez déjà fait l'exercice ou non? Ouais, en général. Ça, d'accord, on l'a tous fait. Hein. Alors, je continue. Tiens, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est bizarre. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Hein? Pourquoi? Parce qu'on reste à l'intérieur d'un cadre qu'on se fabrique nous-mêmes. Personne ne vous a dit que vous pouviez allonger votre vie. Hein? Mais je me fabrique mes propres conditionnements. Et après, qu'est-ce que je fais? Non seulement je suis sorti une fois, mais je sors une deuxième fois. J'exagère, hein? Je fais 2 fois la transgression. Et puis il reste, il suffit de faire ça. Puis quand je fais ça, je peux le faire dans n'importe quel sens. Il y a 4, 5, 6 réponses différentes. Hein. Je peux faire ça, ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que vous... Juste quand vous avez vu la solution, ça a été quoi la solution? Qu'est-ce qu'on s'autorise à faire? Qu'est-ce qu'on s'autorise à faire? Je m'auto-conditionne. Et sortir du cadre, ça c'est un exercice pour sortir du cadre. Prendre conscience que je me mets moi-même des cadres. Et tant que je reste dans mes cadres, je ne trouverai pas de solution. Je pourrais rester 5, 6, 7 fois, etc. Ça, c'est un exercice de créativité. Hein, apprendre à sortir du cadre, ne pas se limiter pour voir d'autres solutions auxquelles on n'avait pas pensé. C'est aussi un exercice dont on sert en mindfulness, en pleine conscience. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que juste le moment où vous avez trouvé, c'était quoi? Est-ce que c'était un petit flash intuitif immédiat? Ah, comme ça, vous savez, le eureka, le ah. Ou est-ce que c'était une réflexion 1, 2, 3, 4, 5? C'était quoi entre les deux? C'était une pensée, un raisonnement discursif, analytique? Ou c'était une intuition globale que vous avez fait la solution? Alors, c'est une intuition, bien sûr. C'est une intuition globale, c'est une vision holistique. Le moment où vous avez compris le truc, hein, ce n'était pas un raisonnement discursif. Vous avez eu une vision d'ensemble du tout, intuitive, immédiate. Ah, c'était aussi bête que ça. Hein, puis on se sent tout bête. Ah, c'était idiot quand même. Ça, ce petit déclic, c'est aussi ce qu'on appelle, c'est un insight en anglais. Hein, c'est une petite illumination, c'est un moment, ça aussi c'est de la pleine conscience, c'est juste passer du phénomène, du discours rationnel à l'intuition globale. Retrouver ce contact avec l'intuition holistique globale d'une situation. Et brusquement, je vois les choses autrement. La vision clairvoyante, c'est ça aussi qu'on cultive. Essayer d'arrêter de réfléchir avec sa tête, et tac, si j'essayais de voir globalement ce qui se passe, de manière systémique, hein, on peut dire aussi, de manière globale, intuitive, immédiate. Le test de cécité attentionnelle, ça veut dire que quand je focalise, quand je focus mon esprit tellement sur un objet, je deviens aveugle à tout le reste. Ça peut être très dangereux, hein. Je suis en train de conduire, je regarde tellement uniquement devant moi, que si un enfant arrive avec son ballon, je ne vais pas le voir, ça fera l'accident. À ce point-là, où le reptilien va... Non, parce qu'il peut très bien... Non, si je focalise totalement de manière attentionnelle et intentionnelle sur mon reptilien, je vais le court-circuiter. Et je ne vais pas le voir. Parce que là, on n'a pas de peur. Oui, mais j'ai pas forcément peur hein, en conduite automatique en voiture. Je fais toujours mon trajet habituel, c'est là qu'il y a le plus d'accidents d'ailleurs. Donc je suis pris par l'habitude. Je regarde de manière très bornée dans mon pare-brise avec une attention à moitié focalisée. C'est là que tous les accidents arrivent. Que je vois pas le cycliste à droite, le gamin qui passe. Parce que je suis en cécité attentionnelle. Ça sert à quoi ça? Ça sert à montrer simplement que ce qu'on essaye, c'est d'être à la fois capable d'être focalisé sur ce que je suis en train de faire, de travailler par exemple mon objectif ou autre, et en même temps conserver cet espace très vaste, cette attention large à ce qui peut arriver. Est-ce que la double présence n'est pas assimilable à une multitâche? C'est une très bonne question. Non, dans le sens où c'est la même capacité de présence qui m'apprend avec les méditations et la mindfulness. Ce qu'on apprend, c'est à avoir cette double capacité. C'est pas 2 fois la même attention qui est mobilisée. C'est la même Je suis... Elle est plus large. Non, c'est-à-dire que c'est arrière-plan, premier plan. J'apprends à pouvoir être focalisé au premier plan sur quelque chose et à conserver en arrière-plan une présence à ce qui se passe. C'est une même attention que j'arrive à la fois comme un faisceau, hein, il est large derrière moi, et il se focalise
concrètement sur un objet. C'est le même faisceau et tout ce qui rentre dans le faisceau. Oui, tout à fait, voilà, c'est le même faisceau, c'est pas deux tâches que je fais Deux faisceaux, simultanément. c'est un seul faisceau. Exactement, tout à fait. C'est une question préjudicieuse, c'est vrai. Je vais vous demander vous voulez un dernier exercice qui va nous faire faire le lien avec la créativité. Donc en vous focalisant sur votre posture, ici et maintenant, votre corps, puis votre souffle, chaque inspiration, chaque expiration. Et en même temps qu'à chaque instant, vous revenez à l'inspiration, à l'expiration, de manière focalisée. Vous pouvez également conserver en arrière-plan cette présence à ce qui peut se passer, par exemple autour des sons. Juste les laisser en arrière-plan de votre conscience, tout en étant présent au premier plan à chaque inspiration, chaque expiration. En expérimentant comment c'est possible de focaliser sur le souffle au premier plan. Gardez cette attention large en arrière-plan. Vous allez pouvoir maintenant simplement continuer en étant attentif sans vous fixer sur la respiration, sans vous fixer sur ce qui se passe en arrière-plan. Juste être ce qu'on appelle en position d'attention ouverte, sans rien sélectionner à l'avance, ce qu'on appelle une méditation sans objet, sans support. Juste curieux de tout ce qui se présente à chaque instant. Attention ouverte, curieuse de tout ce jeu du monde qui se défait à chaque instant. Donc ça c'était un exercice où à la fois j'ai voulu vous montrer comment on peut effectivement être à la fois en attention focalisée et conserver cette attention large, tout ce qui se passe autour. C'est ce qu'on cherche dans la méditation. La méditation, c'est pas couper tous les sens, et puis s'il y a le feu, je me fais brûler à l'intérieur. Non, on peut rester conscient de ce qui se passe autour. Puis la deuxième chose que je vous ai fait après, c'est travailler, c'est un peu plus avancé, c'est travailler sur ce qu'on appelle l'attention ouverte, une méditation ouverte dans laquelle vous focalisez sur rien. Et ça a été prouvé dans des études que c'est la meilleure manière de favoriser la créativité. Comme dans l'exercice des 9 points, ça permet de sortir du cadre. Le fait de rien attendre, de fixer sur rien, vous allez soudain avoir des déclics, des nouvelles idées, des idées de créativité ou d'innovation ou autres qui peuvent surgir parce que vous vous mettez dans cet état de disponibilité. Alors, deux petites citations pour ça. Une de Steve Jobs, n'est-ce pas? Si vous vous asseyez et vous observez, vous voyez combien votre esprit est agité. Si vous voulez le calmer, il y a encore plus. Mais avec le temps, il se calme, il y a alors de l'espace pour entendre des choses plus subtiles. C'est à ce moment que votre intuition commence à se déployer et que vous voyez les choses plus clairement. Effectivement, petit à petit, ces exercices de méditation, ils permettent de voir plus clair en soi. Et c'est dans cette suspension de ces jugements et ces accueils que se trouve la fameuse faculté de créativité et d'innovation. La créativité, c'est faire attention à ce qui n'existe pas. C'est une très bonne définition de Simone Weil, pas la femme politique, mais la philosophe qui est morte dans les années de la Deuxième Guerre mondiale. L'attention consiste à suspendre sa pensée, à la laisser disponible, vide et pénétrable à l'objet, à se maintenir en soi-même à proximité de la pensée, juste à un niveau inférieur et sans contact avec elle. Tout comme l'homme sur le sommet des montagnes voit les arbres sous lui. La pensée doit être vide, en attente, ne rien chercher, mais être prête à recevoir. C'est une merveilleuse définition de l'état qu'on cherche à atteindre en créativité. Et ça,
comme je vous l'ai dit, on peut faire des séminaires de 2 jours entiers pour développer sa créativité, revenir à cet état de fraîcheur, de non-attente justement, puis vous verrez que je vous ai mis un slide dedans pour vous montrer comment ça permet par exemple de favoriser la sérénité. Donc je ne vous le commande pas, mais il y a des tas d'inventions, d'innovations, la pénicilline, le post-it, le velcro, l'imprimante jet d'encre, le Kevlar, le diagramme, je vous l'ai mis dedans. Ça a été fait par de la sérénité. Ce sont des inventions qui ont été créées le moment où leurs créateurs n'avaient aucune conscience de ce à quoi ça pouvait servir, et soudain c'est mis comme ça. Ça n'a jamais été le résultat d'un plan stratégique, d'une réflexion approfondie, etc. Non, juste se laisser ouvert à ce qui est inattendu, etc. Voilà. Simplement, et puis je passe aux questions. Dans la dernière chose, vers une nouvelle culture d'entreprise, bien entendu, vous l'avez vu, ça peut développer de nouvelles valeurs, la mindfulness dans l'entreprise, au milieu desquelles la bienveillance est fondamentale. Il y a actuellement plein de séminaires sur la bienveillance au travail qui ne sont que la conclusion de tout ce qu'on a vu auparavant. Ça peut être aussi de développer. Peut-être que les gens, s'ils sont dans une culture de bienveillance, seraient beaucoup plus riches et créatifs que s'ils sont dans une culture de pression à tout prix. Voilà. Et dernière chose, vous avez par exemple la théorie U, je pense qu'il y en a qui la connaissent en management. La théorie U intègre le mindfulness dans la fameuse présence et descente de la petite flèche, pour vous montrer comment ça peut être intégré dans des cultures d'entreprise. Je vous remercie. Désolé.